Et tout d'abord, merci aux organisateurs, à l'ICES, à M. Boulanger, à Mme Martin, d'avoir si bien tout organisé. Merci aussi à ma collègue et amie Isabelle Corpart. Alors, c'est agréable de se retrouver entre amis, entre collègues, à un colloque. Avec Isabelle Corpart, nous avons fait beaucoup de choses, notamment des auditions au Conseil national de l'éthique, par exemple, des livres ensemble. Voilà, donc, et puis pour la petite histoire, ce fut amusant parce que nous avons publié ensemble un article de fond sur la paternité. Lorsque j'ai vu que Isabelle sortait l'article qui a été cité tout à l'heure par M. Boulanger, je sortais le mien au mélange Alain Sériot, au mélange en l'honneur du professeur Alain Sériot, sur ce sujet de fond, la place de la paternité en droit de la famille et des personnes. La paternité par recours à la GPA. Alors que l'on relève plutôt à l'heure actuelle un effacement de la figure paternelle dans les évolutions du droit, la filiation paternelle se situe au cœur des effets normatifs de la GPA, gestation pour le compte d'autrui, sur le territoire français. Faut-il s'en réjouir ou pas? En droit, la paternité découle de l'établissement du lien de filiation entre un enfant et son père. Bien qu'il eût été passionnant d'aborder toutes les facettes, paternité, paternage, symbolique du père, elle est ici appréhendée en sa dimension juridique. La convention de gestation pour le compte d'autrui établit-elle la paternité du commanditaire? Une convention ne pourrait avoir un tel effet. La filiation se situe en dehors du champ des conventions. Elle est hors commerce. Par ailleurs, la convention de GPA est nulle, article 16-7 du Code civil, et nulle de nullité d'ordre public, article 16-9 du même Code. Elle n'emporte donc aucun effet sur le territoire français, en principe. Le commanditaire pourrait en revanche, sans évoquer la convention, reconnaître l'enfant avant sa naissance ou même après, mais cette reconnaissance serait nulle. Encore faudrait-il, pour qu'il y ait nullité, que la GPA ait pu être suspectée par l'officier d'état civil et que le ministère public soit intervenu. L'interdiction des pratiques de GPA en France fait ainsi obstacle à l'établissement d'une paternité sur le territoire français. Mais un Français ayant eu recours à la GPA dans un pays qui autorise la GPA pourrait obtenir la transcription de sa paternité sur les registres français de l'état civil. Pour aboutir à un tel résultat, la paternité biologique a été instrumentalisée. Ce sera notre première partie. La paternité par recours à la GPA s'en trouve fragilisée. Deuxième partie. L'instrumentalisation de la paternité biologique dans la gestation pour le compte d'autrui. Le point de départ de la construction juridique imaginée, je souligne le mot, fut, grand A, les difficultés soulevées par la désignation du père dans le processus de GPA réalisé à l'étranger. Sur le fondement de la prohibition d'ordre public des conventions de mère porteuse, la Cour de cassation a commencé par être très claire sur le sujet. 1989, 1991, 2011, 2013, elle refusait la transcription de l'acte d'état civil étranger et n'y voyait aucune violation de l'intérêt supérieur de l'enfant, puisque l'enfant était doté d'une filiation établie à l'étranger.
Mais la Cour européenne des droits de l'homme est intervenue en 2014 sur le fondement de l'intérêt supérieur de l'enfant et de la vie privée, au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme ayant condamné la France, l'autorité de plus en plus grande des arrêts de la Cour EDH sur la Cour de cassation obligea cette dernière à faire évoluer sa jurisprudence. En 2015, un revirement spectaculaire en résulta. Or, ce revirement plaça l'établissement de la paternité au centre d'un raisonnement conduisant à reconnaître peu à peu des effets à une convention nulle en droit français. Cela déboucha sur le résultat suivant. Ce sera notre grand B. La paternité biologique, levier d'une accession à la normativité d'une convention de GPA valablement conclue à l'étranger. En dépit de l'interdiction du procédé dans lequel elle s'insère, la paternité biologique établie à l'étranger et mentionnée dans l'acte de naissance étranger fut reconnue comme devant être transcrite en tant que telle sur les actes d'état civil français. C'est alors la paternité biologique qui ouvre des effets à la GPA sur le territoire français. Les arrêts rendus par l'Assemblée plénière en 2015 accordent ainsi à la paternité biologique la fonction donc de pierre angulaire de l'accession à la normativité de la GPA, à la normativité puisqu'elle était nulle. C'est sur le fondement de ce lien biologique qu'après une longue résistance, la Cour de cassation a longtemps résisté, la première chambre civile de la Cour de cassation en est venue à considérer que l'acte de naissance étranger d'un enfant né d'une GPA peut être transcrit partiellement à l'état civil en ce qu'il désigne le père, pas la mère. Les arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation en 2017 puis en 2019 reprennent la solution de 2015 permettant la transcription. Cette transcription est mentionnée, cette transcription donc renvoie à un acte d'état civil étranger qui repose sur la vérité biologique, sur une preuve donc ADN, on dit des tests ADN, donc de la paternité. Autant, si bien qu'il serait impossible de transcrire ou que la transcription serait nulle s'il n'y avait pas ce lien biologique, s'il n'y avait pas ce lien génétique. C'est ce qui s'est passé dans l'affaire Paradiso et Campanelli contre Italie, qui avait utilisé des gamètes, enfin ça n'était pas les gamètes du père, mais des gamètes qui résultaient d'un don. Le lien de sang est ainsi érigé en fondement de la paternité dans la GPA, produisant des effets sur le territoire français. La compagne ou le compagnon, depuis 2017, peuvent adopter l'enfant. Peu important, depuis 2022, le statut juridique de la relation mariage, pacte civil de solidarité ou concubinage. Le résultat est fragile. Tout cela s'est superposé. Un lien biologique qui est devenu un pilier, un levier, une adoption, petit à petit, cela s'est fait. Grand 2, la fragilité. La fragilité du montage juridique désignant le père en GPA. La paternité biologique se trouve placée face à un imbroglio, juridique sans précédent. La particularité du montage tient à ce que la paternité biologique est déconnectée non seulement de la maternité
de celle qui accouche, mais aussi de la conception naturelle. Reprenons ces deux points. Tout d'abord, grand A, la paternité biologique déconnectée de la maternité, remède imparfait à l'imbroglio juridique constaté. Dans la GPA, la paternité ne découle pas de la maternité, contrairement à ce qui résulte du droit commun de la filiation. M. Boulanger vous l'a rappelé, c'est le jeu de la présomption pateris est. La mère porteuse est écartée par convention. Sa maternité est écartée par une convention nulle en droit français. La mère porteuse doit s'effacer alors même que le droit français la désigne comme mère. Or, la maternité de celle qui accouche est tout autant réelle que celle du père biologique. Dans les arrêts précités rendus par la Cour de cassation le 3 juillet 2015, ce sont des faits correspondant à la réalité qui avaient été reportés sur l'état civil étranger. La maternité de la mère porteuse et la paternité du père qui avait donné son sperme. Dans la jurisprudence de la première chambre civile du 5 juillet 2017, la Cour décidait dans la même ligne que concernant la désignation de la mère, la réalité, je cite au sens de l'article 47 du Code civil, est celle de l'accouchement. L'avis consultatif rendu par la Cour européenne des droits de l'homme le 10 avril 2019 a marqué sur ce point une rupture sensible avec la jurisprudence antérieure en considérant, sur le fondement du droit au respect de la vie privée au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, je cite, qu'un enfant né à l'étranger à l'issue d'une gestation pour autrui requiert que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance d'un lien de filiation entre cet enfant et la mère d'intention désignée dans l'acte de naissance légalement établie à l'étranger comme étant la mère légale. C'est à partir de là qu'on a commencé à parler de parent légal en GPA. Une telle évolution conduit à privilégier la désignation légale du parent sur la réalité du lien, sans que soit faite une différence entre la maternité pour autrui et la gestation pour autrui. Pardon. Maternité pour autrui, lorsque la mère porteuse donne ses gamètes, et gestation pour autrui, lorsque ce n'est pas le cas. Or, le mot « légal », utilisé en référence au titre étranger, n'est pas vraiment adapté sur le terrain du droit français qui interdit la GPA. Dans un tel contexte, l'établissement de la paternité dépend de la construction juridique imaginée. On retrouve ce mot auquel je tiens, entre guillemets. Le droit a toujours eu beaucoup d'imagination, les juristes en tout cas. Comme pour la mère qui est légale, le père est avant tout désigné par le droit étranger, donc également, a priori, du moins, légal, avant même d'être biologique. Légal si l'on suit le raisonnement de la Cour européenne. Et d'ailleurs, la jurisprudence de la Cour de cassation ne subordonne pas la transcription de la paternité biologique à une expertise judiciaire. C'est un signe révélateur. Une telle construction juridique est éminemment fragile, ce que vient illustrer un arrêt rendu, pour donner un cas, comme l'a fait tout à l'heure Marie-Christine avec brio, un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 12 septembre 2019
la petite histoire est éloquente. 2 hommes, dont l'un fournit son sperme à la mère porteuse, contractent une convention de gestation pour autrui avec une femme qui finalement décide de confier l'enfant à un autre couple et raconte aux 2 hommes que l'enfant est décédé. Alors quand ils l'apprennent, les 2 hommes se mobilisent et notamment celui des commanditaires qui est le père biologique de l'enfant intente une action en justice qui va jusque devant la Cour de cassation. Et la Cour de cassation, rejette la demande du couple d'hommes en disant que la vérité biologique ne suffit pas, la réalité biologique ne suffit pas. Je voulais vous le citer, mais elle rappelle l'interdiction des articles 16-7 et 16-9. Elle analyse les intérêts en présence et elle considère la réalité, voilà, je cite, la réalité biologique n'apparaît pas une raison suffisante pour accueillir la demande. Le lien biologique n'est donc pas un critère décisif en GPA. Cela tient notamment à ce que la paternité biologique est ici envisagée en dehors de toute conception naturelle de l'enfant. C'est le grand B. La paternité biologique hors conception naturelle sur la sellette. Un père naît en pleine réalité, biologiquement, le père de l'enfant, qu'en union biologique avec la mère qui porte l'enfant, donc qui en intègre le fruit intimement et physiquement. C'est précisément le caractère frugifère de l'union charnelle en tant que telle qui explique que l'enfant soit le fruit de l'union et non pas un produit. Cela explique aussi qu'une filiation paternelle qui ne corresponde pas à cette union charnelle soit fragile, et l'est toujours été. Limiter le raisonnement aux spermatozoïdes et aux ovules, ce qui est actuellement le cas, est un piège. Dans la GPA, l'enfant est privé de père naturel, là entre guillemets, puisque le mot naturel, malheureusement, a été utilisé en droit pour l'opposer à légitime, mais il est pourtant tellement beau. Le père naturel, je ne vois pas d'autres mots. L'enfant donc est privé dans la GPA de père naturel, avec tout ce que cela comporte, et notamment la difficulté pour l'enfant de concevoir une venue au monde via la technique. Et ce n'est pas pour autant la génétique qui fait le père, ce qui explique que l'homme qui se borne à donner son père ne soit pas légalement le père de l'enfant dans l'IAD, l'insémination artificielle avec donneur. Et donc, qu'il soit difficile à l'enfant d'assimiler une paternité issue d'une procréation artificielle ou médicalement assistée, dit-on aujourd'hui, pour justement atténuer le caractère artificiel dans la terminologie. En droit français, la référence à la filiation véritable de l'enfant est le principe directeur. C'est le pilier, c'est le leitmotiv de tout le titre 7 du livre 1er du Code civil. La preuve génétique ou biologique est un outil permettant d'établir la filiation véritable de l'enfant dans le cadre d'un conflit de filiation, mais pas davantage. En particulier, cet outil ne peut à lui seul donner sa cohérence et sa légitimité à une construction juridique qui manque précisément de cohérence et de légitimité. En particulier,
l'existence d'un lien biologique ne peut justifier une entorse à une règle d'ordre public sans créer des contradictions. D'où de fortes incohérences qui sont corrélativement créées. Par exemple, entre le traitement de la maternité et celui de la paternité. Alors que la paternité biologique en GPA peut être transcrite dès 2015, la maternité oscille entre des solutions contradictoires. La reconnaissance de la femme ayant fourni les gamètes nécessaires au processus de GPA se heurte à l'interdiction de la Convention, alors que la loi de 2021 sur la bioéthique érige la reconnaissance maternelle de complaisance en fondement d'une deuxième maternité. Quelle cohérence! Le droit en vient à consacrer des solutions d'autant plus inextricables que dans l'hypothèse d'une AMP avec donneur, la paternité du donneur de gamètes ne peut pas être établie, y compris par adoption. Alors, qui est le père? Avec quelle légitimité, s'agissant, dans le cas de la GPA, d'un procédé interdit par la loi? Et quel père, sachant que le commanditaire de la GPA n'est pas alors, à proprement parler, un père légal, contrairement au cas du père désigné par la loi française dans le cas de l'insémination artificielle avec donneur. Ces questionnements concernent une pratique interdite en France. Ils ne doivent pas faire oublier la cohérence du droit commun et son rôle qui ne doit pas être minimisé. Protéger la société et l'enfant. Les innovations dues à la technique ne peuvent pas être placées sur le même plan que ce droit commun sans qu'il devienne nécessaire de détruire l'armature de notre droit, avec le risque d'ébranler la société encore plus qu'aujourd'hui. Un problème de méthode domine les évolutions actuelles. On place des questions particulières sur le terrain du droit général, ce qui déstabilise et déstructure le droit commun. La situation en protection de l'enfance est telle à l'heure actuelle qu'il s'avère important de ne pas mettre en avant des procédés qui fragilisent notre société et devraient, pour cette raison, être abordés à la marge sans toucher à la cohérence d'ensemble du droit de la famille. Quelques petites anecdotes avant de conclure. J'ai commencé en protection de l'enfance oh là là, il y a 42 ans, à la DPJJ, à la protection judiciaire de la jeunesse, au centre d'éducation surveillée de Vaucresson, plus précisément. On arrivait encore à cette époque à sauver des enfants. Je dis bien à cette époque. J'ai 40 ans d'expérience en protection de l'enfance. Actuellement, nous venons de terminer,
Malheureusement, Isabelle n'a pas pu s'y joindre, mais Marie-Christine en était. Une recherche qui nous a pris plus de 2 ans sur l'efficacité de la protection de l'enfance en France et à l'échelle européenne. Les actes du colloque sont disponibles depuis janvier 2025. Le tableau est inquiétant, évidemment. Je vous y renvoie. Mais pourquoi ai-je eu envie de lancer cette recherche en fin de carrière universitaire? Pourquoi? Parce que dans ma pratique auprès d'enfants en danger, à l'assistance éducative, enfants en danger, j'ai même suivi des enfants qui se retrouvaient dans des réseaux de prostitution, des jeunes adolescentes. Il y a eu une rupture grave que je voulais approfondir avec 22 collègues, on est 22. Une rupture qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive même plus à protéger les enfants. Alors, on n'a pas toutes les clés, on a fait quand même un beau travail, mais ce qui est sûr, c'est que la déstructuration perpétuelle de notre droit de la famille y a joué un rôle important. En 1994, j'avais créé le centre de recherche sur le couple et l'enfant à l'université de Reims. Le doyen Carbonnier était le parrain du centre. Allez. Je vais finir bientôt, merci. Le doyen Carbonnier donc, était le parrain du centre. Et il avait dit, il l'a écrit d'ailleurs dans ses articles, il faut être un barbare pour toucher au mariage. Je pense qu'il faudrait le redire plus souvent. Il n'envisageait pas qu'il soit possible de toucher au droit du mariage, parce que tout le reste en découlait. Ce fut ensuite Jean Auxerre, que je regrette, un ami cher, qui est devenu le parrain de ce centre. Nous avons bien travaillé ensemble. Et je lui rends hommage. C'était un grand juriste qui n'hésitait pas à faire bouger les tables. Pour que conclure? La GPA donne apparemment toute puissance à la vérité biologique. Mais elle s'en détache au fond, car elle sépare la paternité de la maternité de celle qui accouche. N'est-ce pas ici une atteinte au sens profond de la paternité qui se trouve légitimée par un montage juridique plaçant l'avoir avant l'être? Merci pour votre attention.